On va avoir un temps que je lance up maintenant, qui va être dédié pendant 1 heure et demie à une discussion autour de la question de l'adaptation des littoraux. Donc merci d'être présent. Je me présente très rapidement, donc Arnaud Réau, je suis architecte urbaniste à Nice. Je suis convié par la fondation. Ah, merci Jacques. Je suis convié par la fondation depuis 1 an pour participer au jury, qui est une très belle aventure, et je remercie encore la fondation de m'avoir donné cette possibilité d'être avec vous. On va avoir un temps qui va s'organiser. Est-ce qu'on peut lancer simplement le... S'il vous plaît. Parfait. On va avoir un temps qui va être organisé donc pendant une petite heure et demie en 2 blocs de discussion qui sera entrecoupé d'une vidéo de présentation de la Fondation. Tout d'abord, vous dire que on a fait une première table ronde il y a 2 jours dans ce même endroit, dans lequel on a parlé justement de l'importance de la pluridisciplinarité et du multiculturalisme. Je vois que tu es là, merci d'être présent avec nous, pour justement montrer l'importance de l'approche pluridisciplinaire et de la façon dont justement, au regard des grands enjeux que l'on a sur les littoraux aujourd'hui, comment différentes disciplines doivent s'assembler pour trouver les réponses et amener des questionnements qu'on n'avait pas forcément vus jusqu'ici au regard des grands enjeux climatiques. C'est l'objectif de la Fondation, d'avoir un réseau de partenaires qui est compétent sur différents savoirs. Et Jacques, est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît, pour justement parler de ce réseau de partenaires que vous avez construit dans le temps et qui participe de l'ADN même de la Fondation. Je te donne. Oui, comme vient de le dire Arnaud, c'est la Fondation, et avec ma sincérité que vous connaissez pour la plupart, ne pourrait pas exister sans vous, c'est une évidence. Donc on a la chance de vous avoir, on a la chance d'avoir des partenaires, mais qui s'engagent à nos côtés, soit dans les jurys, hein, donc vous êtes engagés magnifiquement dans ce jury à nos côtés, soit vous nous suivez, soit quand on remet par exemple avec Vika un prix qu'on appelle le Lab, le président de Vika, que je salue avec Madame Vika aussi, Sophie, qui sont avant tout des amis très chers de longue date, nous aide à développer, à mettre en valeur un jeune architecte qui avait travaillé sur les récifs coralliens, ce qui est une chose extrêmement importante, et donc de faire des tests de prototypes. Voilà, donc c'est vraiment l'accompagnement des partenaires est fondamental. Alors je ne voudrais pas en oublier, les premiers partenaires, on a la chance d'avoir l'UNESCO. Donc l'UNESCO, attendez, je vais chercher la liste parce que si j'en oublie un, alors là, c'est catastrophique. Bien sûr, le ministère des Affaires culturelles, Rachida Dati, continue à nous suivre. Elle était là avec l'UNESCO d'ailleurs à la remise des prix de l'année dernière. Donc voilà, on a l'Académie des Beaux-Arts, puisque la Fondation est abritée au cœur de l'Académie des Beaux-Arts, au sein de l'Institut de France, donc avec l'Institut de France. On a l'université, il vient de partir de Paris, Panthéon-Sorbonne, la chaire que dirige Carlos Moreno. Malheureusement, il a été obligé de partir. On a aussi Yunnan University, la grande université chinoise d'architecture et d'ingénierie, dont j'ai la chance et l'honneur d'être professeur honoris causa. On a l'université océanographique de Qingdao de Chine, donc là aussi j'ai l'honneur d'être l'université d'océanographie. Donc c'est très très important évidemment sur ces grands enjeux littoraux, le trait de côte, la montée du niveau des eaux et du haut climat. Alors on a le groupe NOD qui est à nos côtés aussi, malheureusement Antoine Grelin n'a pas pu être là aujourd'hui. On a nos amis d'ISO et Placo qui nous accompagnent. On a fait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans The Camp,
un séminaire remarquable. Vous aviez réuni des jeunes vraiment qui m'ont époustouflé, je vous l'ai dit, et qui vraiment pensent le futur, le présent d'abord, évidemment, le futur, mais avec un imaginaire incroyable. Et puis, nous avons à nos côtés, grâce à Marc Ladré de la Charrière, qui est un ami, qui est académicien, nous sommes ensemble à l'Institut de France, donc sa fondation nous accompagne. On a RTE, donc RTE que vous connaissez aussi, qui nous accompagne. On a notre agence, on aurait pu la mettre en dernier, voilà. Mais on a Vika, donc j'ai la chance que Sophie et Guy nous accompagnent, et puis Olivier bien sûr, nous accompagnent depuis maintenant pas mal d'années. Voilà. Interréan, la Fondation de la Mer, qui nous accompagne depuis peu de temps, Tual, Artelia. Alors Artelia, qui est un partenaire avec qui on aime bien, en dehors de, alors un partenaire de la Fondation bien sûr, mais un partenaire aussi de notre agence d'architecture Rougerie Tangram. On fait énormément de projets de musées avec eux, de la mer comme par hasard, des musées de la mer. On a donc Écoplage. Alors Écoplage va vous expliquer, vraiment ils ont un imaginaire pragmatique. Vous allez voir des solutions incroyables et je crois beaucoup à leurs propositions technologiques. J'ai regardé ça de très très près. Alors c'est des nouveaux partenaires, des tout nouveaux partenaires. On a Myrtapoul qui nous accompagne sur les piscines olympiques. Donc voilà, on a Montera. Alors Montera, vous nous accompagnez, vous, depuis très longtemps. C'est Monaco, mais il y a le prince qui est le président de la fondation. Donc, mais vraiment avec beaucoup de bonheur, vous nous accompagnez. Voilà, je voudrais remercier avant tout, je te repasse la parole, tu vas nous faire rêver, mais surtout tu vas bien expliquer d'une façon... C'est les partenaires qui vont faire rêver. Oui, c'est vrai, bien dit. Donc j'espère, messieurs les partenaires et mesdames les partenaires, que vous allez nous faire rêver, mais montrer aux jeunes qu'on a besoin de vous. Voilà, je vais m'arrêter pour remercier encore une fois de plus l'équipe de la Fondation, de vous remercier, donc Maud, Amine, Lorenzo, et puis toute l'équipe donc, qui accompagne la Fondation. Merci, et on vous écoute. Merci Jacques. Merci Jacques. Je profite aussi pour remercier Maud, Amine et Lorenzo de m'avoir accompagné aussi dans l'organisation. C'était sportif et merci beaucoup pour ces heures d'échange. On va organiser donc un temps d'échange avec 6 personnalités qui représentent donc 6 partenaires importants de la Fondation et qui vont vous présenter 6 visions très complémentaires d'une thématique qu'on va partager tous ensemble sur les décennies qui vont arriver, qui est donc comment adapter nos littoraux face au changement climatique et à la façon dont justement les océans vont nous re-questionner sur la bande côtière sur laquelle une grande partie de la population vit, puisque un des chiffres que nous avions rappelé et qui va être répété beaucoup cette semaine pendant l'événement du NOC, c'est qu'en 2050, la prospective est environ de 70% de la population mondiale sera positionnée sur la bande littorale, ce qui pose évidemment un enjeu sociétal énorme avec des questionnements à la fois de patrimoine, d'histoire et d'aménagement qui vont nous pousser très certainement dans les retranchements que nous connaissions jusqu'ici et nous pousser aussi et surtout à inventer une nouvelle façon de faire avec les milieux naturels. En introduction, avant d'appeler les 3 premières personnes avec qui nous allons discuter, je présente très rapidement les 6 personnes qui se présenteront ensuite quand elles seront sur place. Donc Robin Sigval qui est là, qui est directeur de projet chez Artelia et spécialisé dans la résilience côtière. Arnaud Ballet, directeur général adjoint d'Écoplage, est avec nous. Régis Boisgrin, directeur exécutif interconnexion et réseau de mer chez RTE. Isabelle Marandet est avec nous, architecte et responsable des prescriptions chez Saint-Gobain.
et jury, on est dans le jury de la fondation ensemble. Guy Sidoz, président directeur général du groupe Vicat, et Stéphane Devernay, directeur des investissements associés, fondateur de Monterra. Je vais vous inviter très rapidement à me rejoindre. Simple petite introduction. L'UNOC, c'est un événement assez important à Nice. En tant qu'architecte niçois, je suis très très fier qu'un événement comme celui-là se passe dans notre ville. On est donc à un moment de l'histoire de l'humanité face à un changement climatique dont on sait qu'une partie de nos activités est responsable, qui nous pousse donc à nous questionner de manière différente sur la façon de faire les choses. Il va y avoir des enjeux de patrimoine, comment par exemple sur les territoires extrêmement constitués comme la ville de Nice, on préserve toute une histoire qui a été mise en place, mais comment aussi on accompagne les territoires qui sont constitués beaucoup plus rapidement et récemment, avec des populations de mégalopoles qui sont installées dans des deltas de grands fleuves, qui ont aussi une urbanisation très différente, mais qui ont les enjeux aussi sociétaux et d'hygiène même dans les villes qu'il va falloir questionner. Et il y aura évidemment une approche économique et sociale, dans le sens où à partir du moment où 70% de la population mondiale est positionnée sur les côtes, 70% de l'économie mondiale est positionnée sur les côtes, et donc on a évidemment un nouveau modèle à construire avec des questions de résilience à inventer collectivement. C'est bien l'enjeu de la Fondation Jacques Rougerie par le concours qui est ouvert tous les ans et qui est encore ouvert là quelques semaines, et qui laisse une part de liberté qui amène des projets que vous verrez dans la vidéo qui vous sera présentée tout à l'heure, mais qui nécessite donc une part de réalité très concrète dans les projets au quotidien, qui est portée par donc les partenaires et la Fondation. J'invite à me rejoindre Robin, Arnaud et Régis, s'il vous plaît, pour qu'on prenne un premier temps d'échange. Mettez-vous tous les trois, si ça vous va, l'un à côté de l'autre. Alors, donc, normalement, il y a des petits micros en espérant qu'ils marchent. Donc, il y en aurait 2 pour 3, ça va aller. Peut-être qu'il marche. Ah, essaye. Oui. Je m'installe aussi à côté de vous. Hop. Oui, pardon, je ne l'ai pas fait. Merci beaucoup d'être avec nous. On commence avec vous trois. Je vais vous demander de vous présenter un peu plus concrètement que ce que je n'ai fait en introduction, puisque vos mots seront les mieux pour vous présenter et présenter vos parcours. Et je vais commencer par toi, Robin. Donc tu es chez Artelia. On a beaucoup discuté pour préparer cet échange. Je voulais que tu nous expliques, si ça te convient, c'est dans quel contexte une entreprise comme Artelia, que tu nous représenteras mais bon, qu'une grande partie connaît, j'imagine, dans quel contexte, justement, une entreprise comme la vôtre, constituée avec énormément d'ingénieurs, se pose la question du défi qui est celui du changement climatique, de l'adaptation du littoral. Quels enseignements aussi, au regard d'une vision de l'enseignement de l'ingénierie en général, ça vous interroge, vous, sur l'évolution de votre pratique, et quelles sont les ambitions dans les missions que vous vous donnez au regard de ce nouveau changement? Très large et... Un grand programme, merci Arnaud. Donc voilà, je suis un ingénieur d'un bureau d'ingénierie donc qui s'appelle Artelia, et Artelia, donc on vient en support, en conseil, en appui de tous les acteurs du territoire, mais aussi du littoral. On est un grand bureau d'ingénierie multidisciplinaire, mais on travaille voilà avec les ports, avec les collectivités locales, avec les conseils départementaux qui ont des infrastructures, des projets pour justement les aider à la réflexion sur l'ingénierie, comment on conçoit ces aménagements, à court terme, à moyen terme, à long terme, donc sur tout leur cycle de vie. On aide aussi les territoires à participer, à se donner une vision. On parlait de vision tout à l'heure, et c'est important aussi de se projeter à long terme sur quel est le modèle de vie qu'on veut sur le territoire, parce que c'est intimement lié finalement aux aménagements, à l'infrastructure, à toute l'ingénierie en fait qui est dans notre quotidien. Donc on
fait des modélisations, on fait des calculs, on dimensionne des ouvrages pour accompagner tout ça. Pour ma part, donc, je suis ingénieur, je suis spécialisé en génie côtier. Donc j'ai fait mes études à Toulon, dans une école d'ingénieur qui s'appelait l'ISITV à l'époque, qui s'appelle CITEC aujourd'hui, donc qui est spécialisé vraiment dans le domaine marin, l'océanographie et tout ça. On peut avancer un peu. Donc pour appuyer les collectivités, on travaille classiquement un peu en plusieurs étapes. On caractérise la vulnérabilité, c'est-à-dire on va regarder maison par maison, entreprise par entreprise, activité par activité, quels sont vraiment les risques, jusqu'où l'eau peut monter, combien de temps, quand, avec l'élévation du niveau de la mer, qu'est-ce que ça fait concrètement sur notre activité, est-ce que notre entreprise va être arrêtée longtemps, est-ce que le port va devoir cesser son activité, est-ce que on va être endommagé, est-ce que les machines à laver, les frigos vont être irrémédiablement endommagés. On calcule tout ça et l'idée c'est d'être conscient. Excuse-moi, sur quelles données vous vous basez est-ce que vous construisez vous-même la donnée ou est-ce que vous prenez de la donnée Alors, on travaille en complémentarité là avec la collectivité publique, l'État, où il y a des bases de données qui existent sur des mesures satellitaires, des bouées qui sont mises depuis des années par les organismes scientifiques qui nous permettent de faire des statistiques. C'est des niveaux marins qui sont atteints quand il y a des tempêtes. On s'appuie aussi sur les données de Météo France, etc. Et en fait, on va reprendre tout ce qui est vent, pression atmosphérique, les tempêtes, pour voir vraiment quels sont les niveaux d'eau à la côte. Et on s'appuie sur les données du GIEC, sur l'élévation du niveau de la mer aussi, pour se projeter dans le futur par rapport à ça. Et on reprend tout ça, qui sont des données finalement assez larges, pour les appliquer vraiment à chaque point du territoire, dans le détail, en fonction de nos missions. Voilà. Et à partir de là, on essaye de construire une vision avec les maîtres d'ouvrage sur où est-ce qu'on veut aller en termes d'ambition pour s'adapter, en termes d'ambition aussi d'éco-conception, puisque l'objectif c'est de construire des ouvrages les plus sobres possibles, de prendre en compte aussi la fin de leur vie, qu'est-ce qu'on va se faire quand on n'a plus besoin, est-ce que ça va évoluer vers autre chose, est-ce qu'on les démantèle, tous ces éléments. Vas-y, pardon. On peut passer à la diapositive d'après. Une fois qu'on part de là, c'est dommage, je ne voulais pas qu'il ait le premier texte devant, mais on doit ensuite construire un projet, construire des solutions. Et le premier maître mot, c'est d'abord de s'appuyer sur la nature, sur ce qui existe déjà, sur les écosystèmes qui contribuent aussi à nous protéger. Là, c'est la photo, on la voit avec le texte, mais on est à Cailleux-sur-Mer, il y a des cordons de galets incroyables, des marais littoraux qui jouent un rôle important. Les cordons de galets, c'est la première barrière. Ici aussi, à Nice, il y en a. C'est la première barrière contre la mer, contre les vagues. C'est ça qui atténue tout ça. Les marais littoraux, c'est aussi les éponges. Quand il y a une tempête, de la submersion, l'eau va ici. Donc, notre premier rôle, c'est de s'appuyer sur ces espaces. C'est aussi de les restaurer, de leur donner de la place, parce souvent, on a construit sur ces espaces, on les a étriqués, et on a besoin qu'ils soient complètement fonctionnels, que la nature se développe, parce qu'elle nous protège aussi. Et à partir de là, on va proposer des solutions en plus, qui s'inspirent de la nature, qui sont éco-conçues, qui parfois sont plus lourdes et brutales quand voilà, on est dans un port et puis il y a un projet et on est sur des zones très exposées, avec des houles très violentes. Mais ça, on y vient après. Et donc on a aussi un travail de recherche autour de ça, avec des thèses, un doctorat sur justement comment on mobilise ces solutions fondées sur la nature, qui demandent aussi des sacrifices. Parfois, il faut changer nos pratiques agricoles pour restaurer des milieux, il faut redonner de l'espace à la mer, il faut peut-être déplacer des gens, et donc on travaille sur comment accompagner tout ça. Est-ce que c'est une évolution de posture ou un changement dans la façon de faire, de justement s'appuyer sur les solutions fondées sur la nature ? Oui, c'est une évolution ça émerge depuis maintenant une vingtaine d'années, beaucoup plus récemment sur les dernières années encore, mais avant il y avait un peu le côté l'ingénierie toute puissante des années 60 où on a un problème et puis on vient mettre du béton et le problème est réglé. Et effectivement, maintenant avec justement la crise climatique, la crise de la biodiversité, des enjeux qui sont beaucoup plus interconnectés, et on essaye de répondre aussi à plusieurs risques en même temps. Quand la mer monte, l'eau de la pluie, l'eau des rivières a du mal ne s'écoule plus aussi. Donc en fait, les terres se salinisent,
Donc en fait, on a toute une variété de choses qui arrivent, et en fait, une solution ne peut plus être une réponse à un problème. On a plusieurs problèmes, et c'est finalement un scope de solutions qui répond à ces problèmes. Et c'est la seule solution maintenant pour travailler. Ça oblige à être beaucoup plus interdisciplinaire. C'est voilà pour ça aussi qu'on a plusieurs. On est nombreux aujourd'hui à parler de ça, parce que en fait, les réponses se font à plusieurs niveaux par rapport à ça. Et bien sûr, du coup, avec la nature au cœur de tout ça. Et justement, il ne s'agit pas juste de protéger. On parle aussi de s'aider, d'absorber, de vivre avec le risque. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'électroménager qui peut être impacté par une submersion. On a les machines, les frigos, rez-de-chaussée. Finalement, si on se dit, à une époque, souvent les cuisines étaient au premier étage et pas au rez-de-chaussée, se dire, voilà, on peut avoir des équipements sensibles hors d'eau. Ça fait partie des choses qui permettent de s'adapter. Ça marche pendant un temps, ça marche en complémentarité d'autres choses, c'est juste un exemple, mais c'est aussi en complément aussi des ouvrages de protection qu'on peut proposer, parce qu'ils ne sont pas infaillibles. Il y a toujours une tempête qui peut être plus forte que ce qu'on a prévu, anticipé, c'est aussi une question de probabilité. Et donc c'est aussi se projeter sur le long terme, recomposer le territoire, et se dire, on ne peut pas forcément déplacer les gens du jour au lendemain, mais on peut se dire, voilà, quand il y a, les personnes s'en vont, il y a une succession, un rachat, planifier petit à petit le fait qu'on reconstruit le territoire, qu'on développe l'urbanisation sur des zones hors d'eau à risque. C'est un gros travail de planification. Les bureaux d'ingénierie, ils accompagnent aussi les collectivités dans la planification à long terme, les plans d'urbanisme et tout ça. On a aussi des travaux de recherche dans ce cadre-là, avec la thèse de Loïc Leroy, justement, sur comment on planifie cette recomposition, avec cette vision, comme je le disais, un peu multi-risque, interdisciplinaire, autour de tout ça. Et est-ce que c'est... tu me dis si je passe les slides trop vite ou pas assez vite, n'hésite pas. Tu peux la garder de côté en fonction de ce que tu vas... Non, est-ce que justement ce positionnement qui est finalement d'intégrer la logique du risque dans l'aménagement, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible, qui rentre facilement pour une maîtrise d'ouvrage, de se dire, ok, on change de logique aussi, on n'est plus forcément dans un système d'endiguement comme on aurait eu l'habitude de le faire dans les années 70-80, avec une logique très techniciste. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans ces solutions fondées sur la nature, qui, en reprenant les termes que tu avais sur la slide d'avant, nous amène finalement à intégrer le risque dans nos aménagements, est quelque chose qui est facile à mettre en place? Les collectivités sont beaucoup plus sensibles aussi maintenant, parce que il y a eu des catastrophes qui ont appris aux gens aussi la missie dans le Méditerranée, avec les fortes pluies, les pluies torrentielles, là, les grandes crues qui peuvent faire des gros dégâts. Donc les collectivités ont été sensibles à ça. Elles ont aussi été mises en responsabilité par l'État, notamment par rapport à la submersion marine et l'élévation du niveau de la mer. C'est à elles de prendre en main au niveau local ces sujets. Avec l'aide bien sûr de l'État et tout ça, mais donc il y a une entrée risque vraiment maintenant dans les projets sur le bord du littoral qui est maintenant systématique, et la volonté dans les politiques publiques de chercher à faire le moins de dégâts possible, et d'essayer d'être le plus vertueux en termes d'environnement, d'écosystème, de proposer, là par exemple en Côte d'Ivoire on a proposé des systèmes pour protéger contre l'érosion, mais à base de mangroves, de récifs d'huîtres, de pieux-bois, des choses les plus souples que les habitants locaux peuvent mettre en place aussi eux-mêmes facilement aussi. Et puis à l'autre côté du spectre, quand on travaille avec un grand port maritime et qu'on est sur des ouvrages qui sont par nature du béton, des choses costauds, on essaye d'apporter des blocs de béton qui vont être colonisés plus facilement par la biodiversité, qui vont aussi recréer des habitats, des nurseries pour les poissons. Et donc, ça ne remplace pas les habitats qui ont été détruits par le projet, mais on essaie de recréer quelque chose et d'accompagner quelque chose. Et les huîtres s'adaptent bien à ces nouvelles structures? Alors pas sur les enrochements forcément, mais plutôt sur les récifs d'huîtres. C'est vraiment des solutions qui sont portées en ce moment, qui demandent aussi une bonne qualité de l'eau. Et donc ça fait le lien aussi avec d'autres politiques publiques, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup en ce moment. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers Arnaud. Merci. Arnaud, donc tu es représentant de Ecoplage.
La plage, tout le monde l'aime. Oui, tout le monde l'aime, mais c'est aussi un endroit qui concentre tous les enjeux qui est au cœur du changement climatique, parce que comme on l'a déjà dit en introduction, le littoral est à la fois en première ligne du changement climatique, du fait de l'augmentation du niveau marin, de cette concentration, de cette attractivité finalement qui persiste pour la population mondiale et particulièrement en France. Et puis qui fait face aussi et qui est aussi la première barrière, la première défense contre la mer, puisque la plage en particulier est cette zone qui sert de tampon entre les tempêtes et le littoral. Les plages, on l'aime, mais aussi il faut la défendre et il faut essayer de l'adapter aux futurs enjeux qui arrivent. Alors j'imagine que c'est un sujet assez complexe puisque on le voit ne serait-ce que ici à Nice, notre plage est en galets. Système très très long, d'un processus très très long, d'un émiettement de la montagne jusqu'à la mer pour revenir jusqu'à la plage, qui protège la ville et en partie artificielle. Comment vous, avec Ecoplage, vous prenez cette question de l'adaptation des plages, mais aussi donc de l'activité autour des plages, puisque la plage est aussi une résonance autour d'une approche économique et sociale. Quelles sont vos solutions et comment justement vous prenez la question et comment vous êtes aussi, vous, en évolution sur ces thématiques d'adaptation du littoral face au changement climatique? Alors, Ecoplage, effectivement, pour présenter très, très brièvement la société, c'est une société fondée par Caroline Derotte qui se trouve au premier rang, qui est dans l'idée dont, évidemment, toutes nos préoccupations étaient communes sur l'adaptation, l'amélioration des conditions de vie et des gens qui vivent auprès du littoral et le respect de l'environnement. Et Carl a fondé cette société il y a plus de 25 ans, c'était dans l'idée justement d'essayer de trouver des solutions nouvelles pour protéger le littoral et d'adapter au mieux ce littoral au changement climatique. Et donc pour ce faire, on a essayé de développer plusieurs solutions et une en particulier, c'est une solution de drainage de plage qui essaye de répondre à plusieurs enjeux. Il y a des enjeux effectivement de défense contre l'érosion marine, puisque c'est, on va rapidement le présenter ensuite, mais je dis pour les slides, n'hésite pas. On va essayer une solution qui permet à la fois de s'adapter aux conséquences du changement climatique, mais aussi peut-être aussi de réduire le changement climatique en réutilisant l'eau qu'on va produire grâce à la technologie. Donc c'est une solution parmi d'autres qu'évoquait Robin. Et lorsqu'elle est adaptée et lorsqu'elle est adaptable, d'essayer de répondre à ces changements majeurs qui vont faire place sur le littoral. Alors comment on fait dans l'aspect très concret? Je suis un élu, je suis en bord de mer, j'ai une ville qui petit à petit se fait grappiller par la mer et en même temps ça fait partie de mon patrimoine et de mon histoire. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, la première effectivement, solution qu'on essaye de proposer, c'est lorsqu'elle est adaptée, c'est la solution Ecoplage. C'est un système de drain de plage qui permet d'améliorer le comportement naturel de la plage. En fait, une plage, il faut aussi la voir comme une sorte d'énorme éponge sédimentaire qui va se gorger d'eau en fonction des marées et des attaques des tempêtes. Et en fait, cette éponge à la surface, ça va entraîner des écoulements qui vont lessiver et accélérer l'érosion. Et donc le drain de plage qui est constitué sous la surface de la plage va permettre de rendre dans un premier temps de d'essorer cette énorme éponge et de réduire ces lessivages et donc de rendre le sable plus cohésif. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est que sur le long terme, ça permet de créer de l'espace dans cette éponge qu'est la plage et d'améliorer sa perméabilité et d'ainsi d'absorber une partie de l'énergie de la houle, de la vague de tempête. Et ainsi, la vague va plus déposer de sédiments qu'elle n'en emporte. Et enfin, donc c'est ainsi qu'on améliore la capacité de récupération, de résilience de la plage par rapport à ces événements de tempête. Donc petit à petit, on rétablit un peu l'équilibre sédimentaire de la plage. Ça, c'est la première solution qu'on peut proposer dans le cadre de la lutte contre l'érosion, que ce soit avec des collectivités, c'est le cas des collectivités non loin, là, à Saint-Raphaël ou au Sable d'Olonne ou à La Baule. Donc on l'a proposé ici en France, mais aussi à des privés, à des resorts privés, à Dubaï,
au Sénégal. Donc on propose ces solutions-là aussi pour essayer de gérer au mieux cette plage qui est à la fois un outil économique pour un resort évidemment, mais aussi pour des collectivités. Hein. C'est un espace d'attraction touristique très important, mais en même temps leur première défense contre la mer. Et donc en améliorant le comportement de la plage, cela permet de protéger la plage sur le long terme. Voilà. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais vu un drain ou ne serait-ce qu'un drain, est-ce que tu pourrais simplement nous décrire oui, et comment on l'installe? C'est un tuyau perforé hein, dont le taux de perforation, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le nombre de perforations va évoluer en fonction du besoin et de l'objectif. Mais c'est un tuyau perforé qu'on va placer sous la plage, qui va suivre le trait de côte, qui suit parallèlement le linéaire de la plage. On installe à peu près à 2 mètres de profondeur, qu'on va entourer d'un filtre spécial. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va permettre surtout ce drain d'être durable dans le temps, d'être très pérenne, d'avoir une espérance de vie quasiment infinie. Il est imputrescible. Et ce drain va collecter, ça c'est très important, il va collecter l'eau de mer à travers la plage, et donc il va permettre de récupérer des grandes quantités d'eau de mer, très très bien filtrée par l'énorme filtre à sable que représente la plage. Et cette eau de mer va permettre d'être valorisée ensuite éventuellement pour différents usages à proximité. Donc il y a des usages, j'imagine que vous imaginez facilement, il y a des piscines d'eau de mer, de la thalassothérapie, des aquariums, de l'aquaculture. Voilà, ça aussi c'est un usage assez facile à en faire, mais aussi très intéressant au niveau retour sur investissement et un usage économique. Mais il y a d'autres usages qui sont encore plus intéressants et surtout en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. L'un des plus importants, c'est la thalassothermie. Le fait de récupérer l'eau de mer va permettre de produire de la chaleur ou du froid, voilà, de manière à produire du chauffage urbain. Hein, on peut faire à l'échelle d'une ville. On pourrait très bien l'imaginer à l'échelle de Nice, de manière à chauffer les infrastructures publiques ou privées. On pourrait imaginer chauffer ce palais des congrès. On a un projet en cours au Sable d'Olonne où c'est un système qui était installé il y a 25 ans. C'était l'un des premiers projets de drainage de plage en France il y a plus de 25 ans, dans l'objectif de lutter contre l'érosion, d'éviter d'aller recharger la plage avec du sable extérieur. Donc c'était ça le premier objectif il y a 25 ans. Et ce faisant, on produisait de l'eau de mer qu'on malheureusement n'avait pas encore réussi à valoriser à cette époque-là. Il y a 25 ans, c'était pas trop dans les mentalités. Et puis les choses évoluent, les obligations évidemment des collectivités de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leur consommation énergétique, ça devient une obligation, mais aussi les mentalités qui changent, qui font que ça devient aussi une préoccupation des élus. Et l'autre chose, c'est la crise énergétique qui a fait que le gaz, qui est aujourd'hui la principale énergie fossile qui est consommée pour produire du chauffage en Europe, devient de plus en plus cher. Et en plus, les gouvernements, l'Europe, la France va continuer à taxer cette énergie fossile pour la rendre de moins en moins attractive. Donc petit à petit, les collectivités et les entreprises privées qui vont être aussi concernées par ces obligations de réduction de gaz à effet de serre commencent à s'intéresser à cette solution de la thalassothermie. Il n'en existe pas très loin d'ici, hein, pas avec notre solution, mais même à Marseille, ils font déjà de la thalassothermie. De cette manière, ils pompent l'eau dans le port pour pouvoir chauffer des écoquartiers. À la différence que nous, on propose une solution qui permet déjà, avec de l'eau filtrée, de réduire les consommations d'énergie pour filtrer l'eau de mer. Donc, on a déjà de l'eau de mer très, très bien filtrée, ce qui permet de faire en plus d'autres économies d'énergie. Donc, c'est ce projet de valorisation globale au Sable d'Olonne qu'on a essayé de mettre en œuvre et qui est mise en œuvre actuellement. Donc, l'idée, c'était de coupler le système écoplage avec un système qu'on a baptisé Enerplage, ou basé sur le principe de la thalassothermie. La thalassothermie, c'est un échange de chaleur. Hein. C'est grosso modo comme la géothermie. Hein. Si vous avez la main froide et que vous servez quelqu'un qui a la main chaude, la main chaude va réchauffer votre main froide. Ça, c'est le premier échange de chaleur. Et après, avec un dispositif de pompe à chaleur, vous allez pouvoir monter cette chaleur en température et la distribuer à différentes infrastructures. Et c'est le cas donc au Sable d'Olonne où à partir d'un seul et unique système qui fait 300 mètres cubeurs, on a fini par élaborer un réseau de chaleur
dans le centre de ville qui va alimenter 17 bâtiments publics et privés. Parce qu'au début, la collectivité, l'agglomération des Sables-d'Olonne, s'était plutôt intéressée au chauffage de ses propres infrastructures, hein, les infrastructures communales, une piscine d'eau de mer, un palais des congrès comme ici, l'hôtel de ville, etc., un collège et un lycée. Et puis petit à petit, ça fait tache d'huile et puis les privés se sont intéressés. Et l'État aussi, la gare, la sous-préfecture et surtout deux bâtiments privés qui ont décidé de se raccorder. Donc, ouais, c'est super intéressant. On va ensuite glisser sur justement la partie énergie avec RTE. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots c'est sur la partie Sable d'Olonne et on voit justement comment on peut faire le pont avec oui, alors voilà, pour donner quelques chiffres, c'est qu'à partir de 300 mètres cubeurs, on peut arriver à un système, à un projet où on produit presque 6000 MWh par an, ce qui permet d'économiser environ 1000 tonnes par an de CO2. Et pour un système qui fait seulement 1200 kW. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le gaz, c'est une énergie qui est très peu performante, en fait. Hein. Vous achetez 1 kW de gaz, mais en fait, vous allez produire seulement 80%, enfin 0,8 kWh d'énergie, alors qu'une pompe à chaleur, vous achetez 1 kW d'énergie électrique et vous allez produire 4,5 kW de chaleur. Donc, il y a un rapport presque de 5 de performance. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant pour les collectivités et aussi d'autres privés. Voilà. Merci. Je profite de cette transition énergétique pour merci beaucoup. Pour donner la parole à Régis. Régis, l'énergie, elle est évidemment essentielle à nos activités. On n'aurait pas l'énergie, ça serait très difficile de faire tout ce qu'on fait dans nos sociétés. La bande littorale, elle est chargée d'enjeux actuels et sera chargée d'enjeux par la suite. J'imagine que pour vous, RTE, et je te laisserai peut-être aussi réintroduire RTE et les objectifs que vous avez dans vos missions. On sait que les enjeux sur l'énergie, sur la bande littorale, elle est de plus en plus complexe avec la question des câbles sous-marins, les éoliennes en mer, la production électrique. On le voit là avec l'exemple qui est amené ici. Mais aussi les enjeux de vulnérabilité avec les problématiques de tsunami, de montée des eaux. Comment est-ce que vous, en tant que producteur et achemineur d'énergie, vous arrivez donc à faire évoluer aussi vos pratiques et quels sont vos champs d'expérimentation là pour les décennies à venir pour maintenir l'équilibre pour que tout le monde ait de l'énergie? Merci. Alors, juste une précision, on n'est pas producteur d'énergie. On ne fait qu'acheminer l'énergie et accessoirement équilibrer le système électrique qui n'est pas une simple affaire, puisqu'en fait, il faut qu'à chaque seconde, il y ait à peu près autant d'énergie qui soit injectée sur le réseau. On l'a vu en Espagne, là, il n'y a pas longtemps. Absolument. Donc, nous, notre mission à RTE, au-delà de gérer une infrastructure et donc de la piloter en temps réel, c'est d'abord d'aider à sortir des énergies fossiles et en sortir rapidement. Aujourd'hui, notre consommation énergétique elle dépend encore à 60% du pétrole et du gaz. Donc, moins on sort vite, plus on rajoute du stock de CO2 dans l'atmosphère, et donc plus on va participer au réchauffement et à l'acidification des océans, à la montée des eaux, etc. Donc c'est une contribution un peu indirecte, mais en tout cas, c'est au cœur de nos missions. Et donc pour faire ça, il y a 2 choses. La première, c'est d'aller vers plus de sobriété et d'efficience. Et puis la seconde, c'est d'essayer de basculer un maximum de nos consommations énergétiques sur de l'électricité. Et de l'électricité, évidemment, décarbonée. C'est pourquoi, dans nos études prospectives, on dit qu'il va falloir globalement passer de 25 à 60% de consommation d'électricité dans notre consommation globale d'énergie en 25 ans. Et pour ce faire, une des sources de production d'électricité décarbonée prometteuse, c'est les énergies marines renouvelables, donc les parcs éoliens en mer notamment, qui sont construits au large des côtes. Et là encore, la projection, on a injecté les premiers électrons maritimes sur le réseau électrique français en 2021,
2003, donc c'est pas si vieux. Et en fait, on projette que les énergies marines renouvelables représentent 20 à 30% de notre production d'électricité à l'horizon 2050. Donc dans ce contexte, RTE, qui était un animal terrestre, est devenu depuis une dizaine d'années un animal maritime. Donc on est un opérateur industriel maritime. Je ne suis pas sûr que ces photos vous fassent rêver, contrairement à ce que voulait Jacques, mais elles vont permettre d'illustrer un peu la suite. Et donc aujourd'hui, en fait, on a 7 raccordements en exploitation, on en a 2 en construction et puis une douzaine à des niveaux plus ou moins avancés de développement. Un ouvrage de raccordement maritime, globalement, c'est 3 choses. C'est un poste électrique en mer, un câble sous-marin qu'on protège, une chambre d'atterrage, donc c'est ça que vous voyez, c'est le site d'atterrage, où là on est en tranchée ouverte, c'est pas toujours le cas, mais... La photo de gauche, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est avant-après. C'est à Saint-Nazaire, c'est la plage effectivement de Saint-Nazaire, de la Courance. Donc, une chambre de jonction qui est une sorte de gros domino pour passer du câble sous-marin au câble terrestre. Et puis tout ça se poursuit jusqu'à un poste électrique terrestre et donc l'énergie est injectée et directement acheminée là où on en a besoin. Et donc du coup, on est un maître d'ouvrage du lien terre-mer. C'est un peu ce que montre cette photo. Et évidemment, ça nous implique dans les enjeux littoraux. Alors d'abord dans le choix des sites d'atterrage. Et donc pour choisir les sites d'atterrage de moindre impact, on a évidemment un gros enjeu de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est évidemment les communes, les collectivités locales, c'est les organisations de protection de l'environnement. Est-ce que c'est vous qui les identifiez ou est-ce qu'une commune vient vous dire en fait j'aimerais avoir un parc éolien à tel endroit? Non, c'est dans l'autre sens. En fait, pour trouver la solution de moindre impact, on y va plutôt, je dis par entonnoir, c'est-à-dire qu'on va identifier 4-5 sites favorables. Et puis après, on va aller voir les communes. Donc il y en a qui trouvent ça intéressant, d'autres pas intéressants. Ensuite, avec les organisations de protection de l'environnement, on va essayer de rechercher les zones à moindre impact. Donc s'il y a de la biodiversité particulière ou des espèces protégées, évidemment, on va essayer de les éviter. Et puis après, on a des modes finalement d'organisation des chantiers, des travaux qui permettent aussi d'éviter ou de réduire au maximum les impacts. Donc en fait, ça a été concerté. Il n'y avait pas d'espèces particulièrement protégées et on a pu organiser les travaux de manière à pas générer trop de perturbations sur les activités, mais c'est en tranchée ouverte. Donc, si vous êtes dans un espace... s'il y avait une autre slide. Non, c'est la seule. Donc, si vous êtes dans un espace un peu plus contraint ou préservé sur le plan de l'environnement, il faut faire autrement. Donc, en fait, quelques exemples. Par exemple, sur Coursol, le plus simple, c'est d'aller sur un site déjà artificialisé. Donc, on a décidé de faire l'atterrage sur un site de parking. Voilà, donc on a cassé le parking, on a fait notre truc, on a remis après, mais au moins, on n'impacte pas. Et ça nous a notamment permis d'éviter une zone protégée qui est le marais du Platon. Voilà. Deuxième exemple, à Franceville-Merville, là c'est pour une interconnexion sous-marine, on a fait un forage dirigé de 800 mètres pour passer sous la dune et l'estran. Les estrans, enfin vous le savez, mais c'est des zones particulièrement importantes pour la gestion des littoraux et pour les systèmes vivants. Sur un autre projet du côté du Cotentin, là c'est un peu différent, on a planifié nos travaux de manière à ne pas perturber les couvées des gravelots à collier, qui est une espèce d'oiseau protégé. On avait fait la même chose lorsqu'on avait réalisé nos travaux maritimes pour notre interconnexion avec le Royaume-Uni, mais là c'était pour préserver les phoques. Donc voilà, donc on essaye aussi de tenir un peu compte du rythme des écosystèmes vivants autour de nous. Et ça montre justement l'évolution aussi d'une technicité qui doit faire de plus en plus avec les milieux naturels. Je me permets une question. Les champs d'éoliennes qui sont donc maritimes,
avec justement cette montée du niveau de la mer et donc d'un trait de côte qui recule, font que ces champs vont être de plus en plus loin finalement dans la mer. Comment vous gérez justement cette évolution aussi de distance, de hauteur qui, j'imagine, impacte une certaine stratégie technique? En fait, le gros sujet aujourd'hui pour nous, c'est les fondations de grande profondeur, parce qu'on ne sait pas encore faire des postes électriques maritimes flottants. C'est un beau sujet d'ailleurs, de recherche pour des jeunes. Avec Vika. Oui, on en a déjà parlé, ouais. Mais c'est un vrai beau sujet de recherche, comment faire des postes électriques en mer flottants et si possible régénératifs, si possible. C'est encore mieux. Voilà. Pour accueillir des huîtres ou autres. Voilà. Non, c'est tout. Ça ira. Voilà. Bah, j'essaye de faire rêver, parce que voilà. La photo aide pas trop. Donc du coup, j'ai perdu la question. Oui, comment on gère l'éloignement? Bah, on gère comme ça. C'est-à-dire en essayant d'impacter moins les fonds, parce que effectivement, un poste électrique en mer posé par 100 mètres de profondeur, d'abord c'est un cauchemar technique. Parce que vous devez faire du pré-peeling dans comment dirais-je, dans des conditions qui ne sont pas évidentes. On a des seuils de tolérance très faibles quand on pose nos fondations. Ou alors vous allez faire du gravitaire, donc là vous allez poser je ne sais pas combien de chapes de béton sur les fonds marins, donc c'est pas non plus très satisfaisant sur le plan strictement environnemental. Donc on challenge ça. Et après, ce qu'on essaye aussi, c'est d'optimiser ça. Donc ça, c'est plus technique, c'est-à-dire qu'on passe sur du courant continu qui permet d'évacuer beaucoup plus de puissance sur un ensemble de câbles réduits. Mais ça a un autre effet, c'est que ça augmente la taille et le poids des plateformes en mer. Donc il y a quand même un ensemble de contraintes qu'on essaye de combiner et de surmonter pour avoir le moindre impact environnemental. Donc, je vous invite à retourner dans la salle. Il y a une petite vidéo qui va vous être présentée. Ah, je dois... Voilà la diversité des possibilités de projets qui sont apportées chaque année dans les projets de la Fondation. Merci à tous les trois de me rejoindre. Je refais rapidement. Donc, Isabelle Marondet, donc tu es à Saint-Gobain. Guy Sidos, vous êtes le président-directeur du groupe Vika. Et Stéphane Devernay, directeur des investissements de la société Monterra. Et fondateur, pardon. Merci beaucoup à tous les trois. Isabelle, on a eu la chance de participer au jury de la Fondation l'année dernière sur les enjeux justement de l'adaptation, peut-être poussé vers le haut. Est-ce que ça marche? Ouais, très bien.
On a eu la chance donc de participer au jury et les choix ont été complexes, avec Exactement, mais toujours très intéressant. Avec de très beaux projets et des thématiques finalement qui nous secouent aussi nous en tant que jury. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Tu es de formation architecte et quels sont justement les enjeux que vous avez à Saint-Gobain qui rejoignent aussi un partenariat de longue date avec la Fondation et qui construit une vision que vous avez dans votre groupe sur l'adaptation des littoraux? Alors effectivement, je vais essayer de faire synthétique, ce qui est c'est pas trop mon fort, mais on va essayer. N'hésite pas à me recadrer. En tant qu'architecte, j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans en sortant de l'école sur de beaux projets, comme on pouvait les faire il y a 20 ans déjà. Mais j'ai eu à cœur très rapidement de comprendre notre rapport à la construction et à la ressource. Et je me suis réorientée professionnellement en management de l'innovation pour intégrer les problématiques autant environnementales que des outils numériques qui sont encore insuffisamment exploités à mon sens, en tout cas en France. Et j'ai eu la chance d'être appelée par Saint-Gobain justement pour intégrer ces problématiques de transition environnementale et numérique dans le cadre d'un projet d'entreprise assez important qui se base sur mes deux piliers, mes deux convictions qui sont le patrimoine existant. Et dans une entreprise qui a 360 ans cette année, c'est pas négligeable, mais surtout comment contribuer au patrimoine de demain. Et c'est là où je pense que tous ceux qui se posent les questions qu'on se pose aujourd'hui du patrimoine littoral, c'est là où le grand écart est très complexe et doit intégrer une approche multi-acteurs, pluridisciplinaire et notamment visionnaire pour pouvoir avancer plus rapidement. Donc c'est dans ce cadre-là que je travaille en tant que responsable prescription pour essayer d'accompagner autant les acteurs de la construction actuelle que des futurs professionnels de demain. Alors c'est vrai que les enjeux sur ce qu'on appelle aujourd'hui le déjà là, puisque c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, qui est quelque chose nous aussi qu'on fait par exemple à l'agence, hein, comment on structure avec l'existant et comment l'existant devient aussi le patrimoine sur lequel on bâtit l'avenir. Comment est-ce que vous prenez ces questions et quel champ d'exploration vous avez à Saint-Gobain pour arriver justement à ces thématiques? Alors concrètement, je connais plus la partie industrielle de Saint-Gobain, donc la fabrication de matériaux de construction. Donc il y a la connaissance du patrimoine existant pour le restaurer avec les produits traditionnels, des matériaux comme le plâtre s'ils sont mis en œuvre correctement dans des bâtiments entretenus, chez 200, 300, voire 400 ans de vie. Donc, il y a un vrai enjeu de perdurer cette démarche durable. Et dans les pratiques actuelles, il y a un vrai enjeu de reprendre cette dimension de durabilité de la construction avec l'évolution, en accompagnant l'évolution des modes constructifs et surtout en essayant d'aborder la question du meilleur usage des ressources, autant dans la durée de vie que dans l'optimisation, notamment tout ce qui est développement de construction légère, pour avoir plus de résilience et aussi consommer moins de matières premières naturelles. Et donc ça, c'est un des gros enjeux d'avoir des matériaux qui permettent la durabilité le plus longtemps possible et surtout pour permettre de moins consommer de matières premières naturelles et de travailler avec des matières premières secondaires. Et donc ça, c'est un des gros travaux au niveau industriel, c'est d'augmenter des matières premières secondaires pour à terme, engagement 2030 pour nos gammes d'isolants, mais aussi 2050 pour l'ensemble du groupe, d'essayer de plus consommer de matières premières naturelles. Est-ce que ça part sur le fait d'essayer de constituer des nouveaux matériaux ou est-ce qu'on se réapproprie des techniques ou des savoir-faire qu'on retransforme pour aller dans de nouvelles directions? Alors, comme la transition, comme les problématiques sont systémiques, il y a un enjeu social bien sûr, donc il y a un enjeu d'aider à faire perdurer des savoir-faire dans des pratiques durables, mais il y a aussi effectivement un gros travail de R&D qui est devenu permanent
pour intégrer de plus en plus de matières recyclées dans les produits. Donc oui, les produits constamment sont nouveaux puisqu'ils intègrent de plus en plus de matières recyclées pour qu'à terme, il n'y ait plus de matières premières naturelles. Et est-ce que tu peux nous parler justement de cette démarche systémique et comment vous la mettez en place Alors, effectivement, il y a plusieurs manières de mettre en place. Il y a un important programme RSE à l'intérieur de l'entreprise qui vise, par une impulsion de la gouvernance qui est juste primordiale, à embarquer l'ensemble des collaborateurs, ce qu'on appelle une politique de petits pas, pour que chacun se sente engagé et remonte les problématiques à tous les niveaux. Donc ça, c'est quelque chose qui s'anime en interne dans un programme qui s'appelle Agir durablement, dont je suis référente et qui est assez passionnant à mener, puisque c'est une aventure humaine. Et puis après, il y a tout le travail avec l'ensemble des parties prenantes qui s'articulent autour des données environnementales et sanitaires, notamment tout le travail de l'ACV, qui prend en compte les différents scopes de nos fournisseurs jusqu'à nos clients. Et donc, on essaye d'accompagner l'ensemble des acteurs jusqu'à intégrer des écoles dans des programmes de type synergie où Jacques a eu nous a accompagnés et a pu échanger avec des étudiants, où on organise des formats type hackathon, où on fait travailler des écoles sur des scénarios prospectifs avec nos contraintes industrielles, mais aussi des évolutions de mode d'habiter et d'être sur le territoire. Et ces écoles se croisent et croisent des acteurs de la société civile et les spécialistes internes pour essayer d'avancer plus rapidement, parce qu'en fait on a un vrai enjeu d'aller encore plus vite pour préserver nos ressources. On connaît la volonté de la fondation d'être justement auprès des jeunes générations, et tu me parlais du rapprochement que vous avez fait justement avec différentes écoles. Dans quel cadre et sous quel format du coup se passent ces échanges entre l'entreprise et le cadre enseignant ou les nouvelles générations? Il y a plusieurs formats. Il y a des formats spécifiques où là ce sont des écoles qui, dans le cadre de cours spécifiques ou d'ateliers, viennent nous chercher pour avoir des projets concrets. Donc effectivement, il y a la dimension humaine qui est importante, mais il y a la réduction des gaz à effet de serre et la préservation de l'environnement passe par différents aspects. Et toutes les écoles aujourd'hui, dans tous les domaines, que ce soit de l'ingénierie, que ce soit du commerce, que ce soit même en termes de agro, puisqu'on a aussi des écoles d'agro. Tu parlais d'AgroParisTech, c'est ça? Voilà, il y a plusieurs écoles de ce type-là qui nous sollicitent pour des projets, et là on les met face à des situations concrètes en entreprise, des problématiques logistiques, des problématiques notamment on a pu travailler sur, on a eu la chance d'expérimenter des cloisons démontables pour les Jeux Olympiques, les logements des athlètes, avec des vraies problématiques de temps. Et des étudiants en logistique nous ont accompagnés des mines pour étudier l'après des cloisons démontables. C'est lié là à Flaco et... Enfin, c'est les parties prenantes en fait. Des parties prenantes. Alors il y a des chantiers, ce qu'on appelle des chantiers avant-gardistes et modèles évolutifs, effectivement. La grande difficulté, un des challenges aujourd'hui, c'est des structures comme les nôtres et des industriels avec des contraintes très, très figées. Et on ne fait pas évoluer une entreprise très ancienne avec des contraintes industrielles du jour au lendemain. Par contre, intégrer l'ensemble des acteurs de la chaîne pour comprendre leurs propres contraintes pour faire évoluer nos systèmes est devenu primordial. Donc on les intègre autant dans la collaboration avec des jeunes qui sont formés à ces problématiques qu'avec nos fournisseurs et nos partenaires. Merci. Je vais me tourner maintenant vers... merci beaucoup. Vers Guy. Alors Vicat, on connaît bien dans les Alpes-Maritimes. C'est un groupe que l'on voit beaucoup quand on traverse les vallées. C'est une histoire commune qui s'est construite dans le temps avec ce territoire et une économie justement que l'on connaît bien dans les Alpes-Maritimes. La question que j'avais envie de te poser, c'est comment
dans l'histoire du groupe Vicat, vous avez constitué une relation entre la matérialité et la mer, et en quoi aujourd'hui justement, Régis parlait tout à l'heure des problématiques de béton justement à inventer pour pouvoir positionner ces éoliennes en mer, sans vouloir te tendre des perches trop vite, mais comment est-ce que vous voyez ces problématiques de changement de littoraux et comment vous mettez en action au sein de Vicat ces questionnements? Avant de répondre à cette question, je me permets de remercier la Fondation Jacques Rougerie et de remercier particulièrement son fondateur, Jacques Rougerie. Évidemment, je ne peux pas oublier son épouse Sophie. Et vous dire toute mon admiration et ma reconnaissance. Ma reconnaissance pour travailler sur deux mondes qui paraissent être du monde du futur, l'architecture de l'espace et des abysses. Tu es le Jules Verne de notre époque. Jules Verne paraissait parler de choses absolument inaccessibles à l'époque où il parlait, aujourd'hui on l'a fait. Donc, tu démontres que des espaces a priori hostiles peuvent devenir des espaces protecteurs demain. Et pour ce qui concerne les abysses, c'est un espace qui m'est cher, parce que j'ai vécu des années sous l'eau. J'ai vécu les plus belles années de ma jeunesse sous l'eau. Des années entières, parce que Jacques, tu as le record, je crois, des premières. C'était pas une année, hein, pardon. Voilà, c'est un autre débat. On va en parler, mais des années, oui, des années entières. Et l'histoire du ciment est intrinsèquement liée à l'histoire de l'eau. Pour bâtir sous l'eau, il faut des liants hydrauliques. Le ciment, c'est de la colle à cailloux. Hein, et c'est un des éléments du béton. Alors le terme est toujours un peu galvaudé et pas toujours apprécié, mais j'en parlerai. Le ciment a été inventé il y a 2 siècles par Louis Vicat, aïeul de Sophie, à 7 générations, pour traverser les rivières, simplement. Pour conforter les piles du pont de Souillac sur la Dordogne, eh bien, il a fallu réfléchir et inventer le ciment. Alors, pour la petite histoire, Louis Vicat a fait cadeau de son invention, conscient de l'importance que ça avait la possibilité que ça donnerait à beaucoup de se loger bon marché. Ça a changé vraiment la face du monde. Très vite, la question du littoral maritime a été une préoccupation des scientifiques et des cimentiers, notamment Louis Vicat a beaucoup travaillé sur la confortation de digues, la confortation de quais, et on a encore d'ailleurs à La Rochelle des éprouvettes de béton qu'il a réalisées, et on voulait voir la résistance au sel marin, à l'agression des sels marins de ces éprouvettes. Les éprouvettes sont toujours là. On nous demande d'ailleurs de les récupérer avant les grands travaux du port de La Rochelle. Voilà. Donc la question de la résilience, d'adaptation et du trait de côte est ancienne, et elle est aujourd'hui encore plus au centre de nos préoccupations. Tu as cité un chiffre tout à l'heure. Et donc en 2050, 70% de la population mondiale vivrait sur une frange littorale. Frange littorale elle-même très soumise aux conséquences des changements climatiques. Bon, on peut dire 70, 75%, c'est le chiffre de l'ONU. Mais ce chiffre mérite qu'on s'y intéresse un petit peu, parce que c'est 110% de quoi? 110% de la population de 2050, que les mêmes études évaluent à 10 milliards d'habitants en 2050. Alors, on peut se tromper d'1 milliard, c'est pas grave. Hein. On n'est plus à ça près. On est à quoi, autour de 7 milliards aujourd'hui, peut-être un peu plus, moins. 70% de 10 milliards, c'est 100% de la population actuelle. Il a dit que en 2050, 100% de la population actuelle vivrait sur une frange littorale. On peut aussi voir la différence, hein, les 3 milliards d'habitants de plus, c'est 100% de la population de 1950. Donc on est dans des échelles considérables. Et cette population, il va falloir le loger, il va falloir lui donner des infrastructures qui lui permettent de
survivre. Il va falloir protéger des changements climatiques, et ça, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative au ciment. On critique beaucoup le béton. On arrête, on a bétonné les littoraux, tout ça. Alors là, je vais me permettre, dans cet environnement d'architectes, de dire attention, est-ce que c'est le matériau qui est coupable, ou est-ce que ce sont les aménageurs et certains architectes qui se sont trompés? Ah, ça y est, la guerre est lancée. Non, la guerre n'est pas lancée. C'est-à-dire, gardons en tête que lorsqu'on regarde un tableau, on ne critique pas le pigment, on critique le peintre. On l'apprécie, on l'apprécie pas. Voilà. Donc gardons en tête qu'il n'y a pas un matériau contre l'autre, il n'y a pas un usager contre l'autre, mais que c'est un travail d'ensemble et qu'il faut que le fabricant de matériaux travaille avec l'architecte, avec l'aménageur et surtout avec ceux qui vont utiliser. Alors, sur toutes ces questions de changement climatique, question de restauration de la biodiversité, on travaille souvent avec le cœur, mais de part et d'autre du cœur, il y a la tête et il y a les jambes. Eh bien, les plus anciens se rappellent d'une émission qui était La tête et les jambes. Hein, il y avait des intellectuels et puis il y avait les costauds. Eh bien, l'équipe gagnait quand les deux travaillaient ensemble y arrivaient. Eh bien, dans ces domaines, la tête, c'était les scientifiques qui ont démontré, qui ont alerté, les communicants qui ont encore plus alerté, les politiques qui ont réglementé. Et les jambes, dans les jambes, il y a les cimentières. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait. Et vous voyez à l'écran des résultats de modules qui abritent de la biodiversité sous-marine. Ils sont imprimés par une impression 3D béton avec une encre qui est carbo-négative. Alors là, il y a un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, carbone négatif? C'est empreinte carbone négative. Ça, elle prend. Non, alors c'est l'arithmétique. Il y a du plus, il y a du moins, mais qu'il y a plus de moins que de plus, c'est négatif. Dans le process global. Voilà. Dans le process global de la fabrication du ciment, on pourra en parler des heures, mais c'est l'empreinte carbone de ce ciment est négative. Alors, vous voyez ici le projet Ecolest pour protéger les champs de Posidonie. On a, vous voyez, des corps morts qui sont habillés, c'est la petite image en bas à droite, qui sont habillés de modules qui viennent multiplier par 8 tout simplement la population de juvéniles dans ces zones quasiment désertifiées par le mouillage des bateaux. Donc ça marche. On a le projet Batibot à 2400 mètres de profondeur fait au large de Toulon avec la Brougerie d'Angram et l'Institut méditerranéen de scénologie. Nous avons, et là je vous invite vraiment à aller voir ça, ici, à Nice, dans le jardin Albert Ier. C'est à côté. Hein. Vous avez une œuvre magnifique qui est, vous voyez cette petite étoile, hein, c'est Star Reef. C'est à la fois une œuvre d'art et c'est destiné à ramener la biodiversité au large des côtes de Floride, au large des côtes de Miami Beach. Donc je vous invite à aller, c'est fait avec également du ciment Cara, c'est beau et c'est l'art, la biodiversité marine et le béton. Voilà. Donc tout cela est un exemple précis de ce qu'on fait pour ce point précis. Mais on le fait avec quoi? On le fait avec un matériau, et c'est tout le paradoxe, un matériau qui a été une des causes du problème. Parce que la fabrication de ciment est émettrice de CO2. Alors sans rentrer dans les détails, avec ce qu'on fait aujourd'hui, où on se nourrit finalement certaines matières premières sont des déchets, on passe de la biomasse, on remplace, on défossilise, en remplaçant le charbon acheté en Australie ou en Nouvelle-Zélande, parce que c'est le moins cher que lorsqu'on travaille au centre de la France. On est dans un monde de fous. Eh bien, il y a encore moins cher, c'est de brûler la fraction énergétique des déchets des métropoles qu'on alimente en ciment, et ça permet de baisser l'empreinte carbone. Ça permet de faire quoi, globalement, pour avoir des ordres de grandeur? Les années 90, une tonne de ciment, c'était 800 kg de carbone atmosphère. Aujourd'hui, la même tonne, même performance, et même conditions de mise en œuvre, c'est 400 kg. Pour le reste, il va falloir capturer pour transformer ou stocker. Alors, cette usine
de Montalieu est exemplaire parce qu'elle a tous ses projets et on arrive à avoir des ciments à l'empreinte carbone assez faible. Avec un projet qu'on appelle Vaya qui met cette usine aux portes de Marseille pour le transport de carbone. Juste pour pas prendre plus de temps, un dernier point qui montre ce qu'on est capable de faire sur le littoral, ça c'est la corniche de Marseille avec un béton qui est 6 fois plus résistant qu'un béton classique, c'est un Smart-Up. On a refait cette corniche, c'est à la fois magnifique et résilient. Hein, et cette logique justement de résilience, elle est intrinsèque à l'utilisation d'un matériau qui est le béton, dans lequel il y a du ciment, pour se protéger par des digues, par des ouvrages de cette façon, à l'érosion du trait de côte, à l'agression de ce monde marin qui peut paraître hostile, mais qui, grâce à l'œuvre de Jacques, sera un jour protecteur. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a ces débats actuellement sur l'utilisation du béton et je te rejoins quand c'est plutôt la question de qu'est-ce qu'on en fait, mais pas choisir plutôt un matériau qu'un autre, mais être dans, encore une fois, aussi une pluridisciplinarité des matériaux et une complémentarité des matériaux pour utiliser toutes les propriétés techniques intéressantes du béton, mais que l'on se rappelle l'histoire des frères Perret jusqu'à Marseille, ce projet, mais aussi la passerelle de Rudy Ricciotti qui connecte le MUSEM. La technicité du béton a des atouts que d'autres matériaux n'ont pas, et donc le débat n'est pas dans l'évincement du béton, mais bien dans la bonne utilisation de ses propriétés. En tout cas, je te rejoins sur ces sujets. Est-ce que tu voulais rajouter ? Juste en 10 secondes, sur les côtes, il y a des ports. Et on est dans des réflexions, notamment une réflexion avec Infraport ou avec des entreprises comme Bouygues, comme Schneider, le CEA, EDF notamment. On réfléchit au port de demain. Et je vais juste vous poser une question, parce que vous allez, et les plus jeunes vont avoir à répondre à cette question. Que veut-on faire des ports ? Est-ce qu'on veut faire des ports, des points d'entrée de carbone, des points d'importation de produits de combustibles fossiles ou de ciment venus d'ailleurs ? Ou est-ce qu'on va en faire des outils qui permettent à l'Interland de mieux vivre par les échanges commerciaux qui vont faire. Alors, j'ai mon idée là-dessus, mais je vous laisse. On en discutera avec plaisir parce qu'on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire des ports dans la ville qui longtemps ont été de grands parkings à bateaux et qui aujourd'hui sont en train d'être des vraies pièces urbaines sur lesquelles un cadre de vie est en train de se construire. Sujet passionnant. Mais je me tourne maintenant vers Stéphane. Toutes ces thématiques sont passionnantes. On voit le chantier qui est devant nous, qui est énorme et sujet qui est souvent peu abordé finalement dans toutes ces idées, c'est la manière dont on met en action tout ce processus et comment économiquement aussi on trouve une évolution de nos pratiques pour pouvoir mettre en place ce projet d'adaptation qui va nous demander des investissements assez colossaux et aussi très certainement une réorientation de l'économie et de la façon dont on finance ces projets. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton activité et nous dire comment justement au regard de ces grands changements, tu vois aussi la manière dont peut-être le marché économique est aussi en train d'évoluer dans l'accompagnement de ces entreprises qui changent leurs pratiques pour arriver à ces solutions. Merci pour cette question. Je me demandais comment tu allais faire pour faire la transition de Saint-Gobain Vicat vers le monde de l'asset management, mais finalement tu es vraiment brillant, c'est fait, c'est très bien fait. Je voulais juste commencer par moi aussi répéter toute l'admiration que j'ai pour vous, Monsieur Rougerie, pour le travail que vous faites, et vous remercier évidemment pour m'avoir demandé de participer à cette table ronde. Je suis très honoré de cela. D'autant que je me retrouve entre deux sociétés cotées. Ça n'aurait pas été le cas lors de la première table ronde, mais là, je me retrouve entre Vicat et Saint-Gobain. C'est génial. Deux belles structures qui ont en plus des parcours boursiers admirables. Donc c'est une très bonne chose d'être dans cette table. Alors pour revenir à cette question, à cette très bonne question, c'est vrai que j'imagine qu'il est difficile pour beaucoup de monde de savoir quel lien peut-on faire entre la finance de marché et l'environnement, l'écologie, et pourtant aujourd'hui le lien est grandissant.
Alors il est grandissant non pas par la demande des particuliers, dont on fait tous partie ici, puisque il est très rare que quelqu'un pousse la porte de notre société pour nous demander un investissement qui soit compatible avec des normes ESG. C'est extrêmement rare. Mais notre rôle à nous, ça va vraiment être de promouvoir des investissements qui vont aller dans le bon sens. On l'a vu avec ces deux sociétés cotées à mes côtés. Il y a une vraie volonté aujourd'hui d'entreprendre pour réduire les émissions carbone, d'entreprendre pour essayer d'utiliser au mieux l'énergie. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir en France notamment des labels qui permettent de mettre en avant ces sociétés. Donc un label que nous on utilise au travers d'un fonds qu'on a créé chez Montera, c'est le label ISR qui nous conduit à noter les sociétés qu'on va décider d'investir. Et ce label est une marque qui permet d'avoir c'est une certification qu'on a au travers de grands organismes de certification tels que l'AFNOR qui viennent valider notre processus d'investissement et certifier le fait que les investissements qu'on fait sont compatibles avec l'environnement, le social et la gouvernance. 3 thèmes très importants pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, je rappelle que Montera Wealth Management est une des rares sociétés de gestion en principauté à avoir signé les principes de l'investissement responsable de l'ONU et à avoir des fonds d'investissement qui ont ces labels. Alors, on entend souvent le dicton qui dit que c'est le marché qui fait la loi par les investissements qui sont faits dans le marché et non pas forcément par l'envie qu'on aurait en tout cas de faire évoluer le marché. Comment justement on accompagne des partenaires comme les entreprises cotées pour les accompagner justement dans cette évolution du marché, donner envie aux investisseurs d'accompagner aussi la démarche et que justement on sorte aussi peut-être des investissements qui sont peut-être trop orientés dans l'économie qui ne va pas forcément dans la décarbonation et qui reste encore dans un principe qui serait à faire évoluer et faire que justement là, les entreprises qui sont cotées et en action sur ces thématiques puissent avoir les financements, les investisseurs qui répondent à ces sujets. Alors c'est vraiment une très bonne question et je pense que la meilleure réponse viendrait probablement d'une société cotée parce qu'ils font des efforts très importants aujourd'hui pour répondre à ces exigences. Vous voulez peut-être dire un mot, je vous en prie. Ouais, sans abuser du temps de parole. Grosso modo, pour décarboner le ciment, on a 4 leviers. Des équipements modernes, la défossilisation, on en parlait, de l'utilisation d'autres matériaux hydrauliques et finalement d'assembler des ciments comme on assemble des grands crus pour que les propriétés hydrauliques soient de qualité avec une empreinte carbone réduite. Et ça sont les 3 premiers leviers. Ça permet de passer de 800 à 400 kilos. Et bien ça rapporte de l'argent. Donc c'est le meilleur des deux mondes. Et pour donner un exemple à l'échelle de Vicat, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 800 millions d'EBITDA, rentabilité opérationnelle. Et bien dans ces 10% de cette rentabilité opérationnelle vient, on va dire, de l'économie circulaire et vient de ces actions en matière de décarbonation. Donc c'est autoportant. Et le rôle de l'industriel, c'est d'être dans l'action, de passer de l'incantation à l'action et de massifier les solutions, d'industrialiser les solutions et de les rendre rentables. Et Saint-Gobain n'est pas en reste là-dedans. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons d'arrache-pied sur nos géographies. On est petit, mais on est dans 12 pays. Et alors, on a la possibilité, il y a des pays où il y a une réglementation forte. Voilà, c'est un bon driver et on a les meilleures performances carbone, là où il y a des réglementations fortes, discuter avec les entreprises et pas imposer par des rêveurs. Eh bien, quand on sait faire ça dans ces géographies, notamment en Europe, on sait l'exporter. Alors, il y a des géographies où on se tait. Je vais vous donner l'exemple des États-Unis. En Californie, c'est important, on le fait, on le dit. On a l'Alabama, le Sud-Est, beaucoup plus conservateur, on le fait sans le dire. Je me permets C'est exactement ça. En fait, aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'assemblées générales des sociétés cotées. Dans ces assemblées générales, aujourd'hui, les actionnaires sont de plus en plus actifs et donc font entendre leur voix. Sur ces sujets-là de transition et d'adaptation, pas que. Il y a aussi des sujets de gouvernance, notamment avec les rémunérations des dirigeants, qui font beaucoup débat.
Mais c'est un sujet en tout cas qui est mis en avant. Et puis il y a aussi évidemment, vous savez, toutes ces sociétés sont scorées aujourd'hui d'un point de vue durabilité. Et les sociétés qui ont les plus mauvais scores sont les sociétés qui sont aujourd'hui un peu mis au banc des investissements des investisseurs. Donc il y a une réalité aujourd'hui financière qui est celle-ci et dont personne ne peut l'ignorer. Est-ce que pour vous, Saint-Gobain et Vicat, vous avez des grandes transformations dans vos groupes qui sont en train de s'organiser, qui vont demander, j'imagine, des investissements et trouver des levées de fonds pour mettre en place ces actions? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui justement de se retourner vers des acteurs économiques qui pourraient vous accompagner pour justement leur demander de vous accompagner et de vous assurer cette transition? Ou est-ce que on est encore dans un moment aussi d'adaptation sur lequel il y a besoin d'avoir un peu plus d'assurance et de sécurité pour pouvoir passer le pas et vous accompagner encore plus loin? Adaptation permanente. En fait, je parle pour tout le monde et je pense que c'est à tous les niveaux, autant au niveau individuel que collectif, que ce soit d'une collectivité locale ou d'une entreprise plus ou moins grande. On cherche tous ensemble les solutions. On sait où il faut qu'on aille, mais le comment, il est à apprendre de différentes manières, à différents niveaux, à différents endroits. Et pour répondre à la question, alors je ne suis pas du tout spécialiste de ces démarches-là, mais une entreprise aujourd'hui qui ne se pose pas ces questions-là, les salariés ne suivent pas. Tous les salariés, j'étais encore avec le directeur de notre usine à Chambéry la semaine dernière, il disait mais maintenant même un opérateur sur ligne s'inquiète quand on a une baisse de cadence. Parce qu'il dit là on ne produit pas assez, du coup est-ce qu'on va... Voilà. Et au niveau de l'actionnariat, effectivement, les actionnaires sont de plus en plus attentifs, ils posent des questions. Et chez Saint-Gobain, le premier actionnaire, ce sont les salariés. Donc en fait, il n'y a pas le choix. L'entreprise, elle ne va pas tourner. Par contre, il faut que tout le monde se mobilise à différents niveaux et c'est une aventure humaine qui se fait à tous les niveaux. Et tu voulais réagir aussi? Oui, il faut faire attention à une chose, c'est que nous sommes là, un monde où on partage cette préoccupation, cette volonté de décarboner, d'avancer. Hier, le président Lula, devant les 500 entreprises, et disait qu'est-ce qu'il faut dire à la COP30 aux entreprises privées. Ben, je leur dis, n'ayez pas peur, pour paraphraser les mots du grand pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur de vous engager dans la décarbonation. N'ayez pas peur parce qu'il ne faut pas surestimer la volonté de ceux qui ne sont pas dans ce cercle dans lequel nous sommes de décarboner. Et aujourd'hui, quand on demande à nos clients s'ils sont intéressés par nos solutions bas carbone, eh bien on a de grosses déceptions, on a du mal à avoir un chiffre à 2 chiffres. On est souvent en dessous de 10%. Voilà, donc faut pas surestimer la volonté finalement du client de le faire. L'aspect réglementaire est important, l'aspect voilà, il faut s'engager parfois malgré les marchés et essayer de tordre un peu le bras des clients qui bien souvent, moi quand je dis à mes clients je fais plus de CEM1 qui est le ciment le plus carboné, eh bien ils vont l'acheter en Algérie. Ils font venir par les ports d'Algérie. Qu'est-ce que je fais je peux acheter un sous-marin pour m'occuper des bateaux, mais ça, c'est pas acceptable. Bon, c'est plus acceptable. Les temps ont changé. Donc, attention à ça. On doit évangéliser et puis on doit montrer que les solutions fonctionnent et qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager là-dedans. Le fil rouge de notre politique industrielle, c'est la décarbonation. Et ça, je fais ça pour 10% de mes ventes. Heureusement, j'ai pas fait d'école de commerce. Stéphane, un dernier mot. On le voit avec la fondation, les projets qui sont justement, qui tentent de répondre au maximum à ces nouvelles questions, développent une invention folle et on le voit, les nouvelles générations trouvent des solutions incroyables et essayent justement de faire émerger ces nouvelles solutions. Est-ce que le monde de la finance a aussi son concours Jacques Rougerie avec des financiers qui tentent d'inventer un nouveau modèle économique pour répondre à ces questions? Il existe, mais il est moins vertueux. Rien ne peut être aussi vertueux que la Fondation Jacques Rougerie.
Non, et ça existe évidemment. Mais aujourd'hui, alors j'ai commencé d'ailleurs l'échange sur ça. C'est aujourd'hui, il y a très peu de clients qui poussent la porte pour avoir ce type de produit. On a beaucoup d'investissements privés qui commencent à nous être proposés sur ce thème-là, mais encore trop peu. Là, tout à l'heure, j'ai découvert cette société que je connaissais pas. Je le mentionnais, Artelia, remarquable, qui mériterait d'avoir des investisseurs privés. Et nous, on aimerait avoir ce genre de société dans nos investissements parce que c'est un beau chiffre d'affaires. Du coup, j'ai profité de regarder rapidement le compte de résultat de la société quand j'écoutais. Et voilà, c'est remarquable. Il y a déjà de belles choses qui sont faites. Et nous, c'est exactement ça qu'on aimerait proposer à nos clients. Notre rôle aujourd'hui, nous, en tant qu'asset manager, vis-à-vis de la fortune financière de nos clients, c'est d'aller justement les éduquer sur cette partie ESG pour les inciter à aller investir de manière plus durable. Aujourd'hui, il faut vraiment que tout le monde, vous le disiez à juste titre, aille dans le même sens. J'ai l'impression que la dynamique est en train de prendre, mais c'est extrêmement lent, probablement trop lent. Et donc, il est temps que tout le monde en prenne conscience. Je vous remercie tous les trois. On est sur la fin de ce temps. Merci beaucoup. On se rend compte à quel point c'est encore une fois encore plus complexe avec les trois apports que vous nous avez amenés. Moi, je trouve que c'est une des questions les plus passionnantes, celle que l'on a là aujourd'hui. Elle est effectivement un peu stressante en soi, puisqu'on est face à un problème qu'il va falloir résoudre, mais en même temps, on est face à une inventivité dont on est obligé de développer collectivement, qui est très certainement aussi un des points d'échafaud de l'humanité sur lequel on a des solutions extrêmement passionnantes. J'en profite une nouvelle fois donc pour remercier la Fondation Jacques Rougerie. Je remercie l'ensemble de l'équipe de l'UNOC et de la ville de Nice pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup et bonne continuation dans le cadre de cette semaine.